Pour moi, c'est un très très grand plaisir d'être parmi vous. Je remercie Myriam, la présidente de 5T, Diana et Carole pour leur travail remarquable. Je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous. Nous sommes amenés à réfléchir à cette question: comment développer des transports durables? Alors, faut-il encore définir durable, disons zéro carbone, dans ce contexte de crise mondiale? L'actualité récente, guerre en Ukraine, Covid-19, viennent de bouleverser totalement les divers scénarios prévus, scénarios mondiaux, européens et bien sûr français. Nous l'avons bien tous compris, nous entrons dans une longue période très troublée et à fort risque. Pour lancer le sujet, permettez-moi de rappeler quelques chiffres. 1,3 milliard de véhicules automobiles dans le monde, perspective 2050, 2,5 milliards. La flotte mondiale d'avions, puisqu'on va avoir des représentants ici qui vont nous exposer leurs projets autour de l'avion hydrogène, nombre d'avions de ligne actuellement, 23 000. Nombre qui devrait doubler dans les 20 ans, selon Airbus, 47 000 en 2041. 94 000 navires de commerce. À savoir, par exemple, qu'un navire de croisière émet en soufre l'équivalent de 1 million de voitures. Les émissions de CO2 attribuées au transport, dans le monde, c'est environ 24,4%. Donc 38% en France. C'est pour cela que le transport impacte considérablement en CO2 la France. Pour l'automobile, on estime que c'est environ la moitié, c'est-à-dire 19%. Les gens arrivent tout doucement. Laissons nos experts en transport durable, à travers leur réalisation, leurs projets, leurs visions, nous exposer leur stratégie et nous transmettre toute leur passion. La première intervenante, je ne sais pas si on l'a à l'écran tout de suite, Sophie Tricot. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Sophie Tricot est vice-présidente des affaires publiques et développement durable de Forsy Power. Forsy Power qui développe des systèmes de batterie, plus pour les utilitaires et en particulier pour les bus. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. J'avais une rentrée un petit peu importante avec mes enfants. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Quelques mots pour démarrer. Donc, si on démarre sur le slide numéro 2, je ne sais pas si ça se diffuse sur votre écran. Quelques mots sur Forsy Power. Voilà, exactement. Donc, Forsy Power, vous l'avez expliqué, est un concepteur et un fabricant de systèmes de batterie pour l'électromobilité. C'est-à-dire que nous concevons intégralement le système, sauf les cellules électrochimiques qui sont sourcées auprès des et nous adressons un certain nombre de segments de marché, donc les véhicules légers, 2, 3, 4 roues, les véhicules lourds également, les bus, vous l'avez mentionné, les véhicules non routiers, les trains, les bateaux. Nous sommes un groupe français établi il y a un peu plus de 11 ans maintenant, avec une croissance très soutenue. Et nous sommes avant tout un groupe de technologie d'innovation avec un petit peu plus de 160 ingénieurs à nos côtés. Concernant le bus, aujourd'hui, nous sommes donc leader européen sur ce segment de marché. On a équipé déjà plus de 1200 bus, même peut-être 1500 maintenant, ce qui est assez unique hors Chine, et un petit peu plus de 100 000 véhicules légers également. Avec des capacités de production qui sont d'environ 3 gigawattheures, on a des productions qui sont très évolutives, toujours en avance de marché pour accompagner nos clients et la demande. La présence mondiale, donc vous voyez, et ça va être intéressant par rapport aux discussions qu'on va avoir ensuite. Donc, on a un siège en France avec un centre de R&D à Paris également, un site de production à Poitiers face au Futuroscope, établi en 2018 avec un petit peu plus de 200 personnes qui travaillent pour la fabrication de systèmes batteries à destination des véhicules lourds en Europe.
Nous avons un pôle en Chine pour adresser le marché Asie-Pacifique, avec également un centre de recherche, de la production. Nous avons une usine également en Inde, puisque l'Inde a lancé un programme pour électrifier et décarboner le transport avec des conditions de localisation de la production. Et à ce moment-là, nous avons établi une unité de production. Nous avons également une petite unité de production en Pologne et nous venons d'annoncer une gigafactory également en Amérique du Nord pour adresser le marché nord-américain. Donc voilà en quelques mots. Alors, si on va sur le slide suivant, j'aimerais aujourd'hui aborder le bus 100% batterie. Le bus 100% batterie aujourd'hui, c'est vraiment un véhicule par excellence pour décarboner le transport public. Il faut booster le recours au transport public, mais il faut faire en sorte que ce transport public soit décarboné. Tout d'abord, c'est vraiment une solution à impact positif. Parfois, on entend quelques détracteurs, mais l'impact positif, il est réel, prouvé. On a aujourd'hui des technologies qui sont suffisantes, qui sont très performantes et adaptées à un usage intensif. Le bus électrique, il va circuler pendant 16 heures par jour sur un certain nombre de kilomètres, environ un petit peu plus de 200 kilomètres, et on n'a aucun problème aujourd'hui d'autonomie pour assurer le service de ces bus. On a également une excellente efficacité énergétique. Votre bus, le moteur va se couper quand il n'est pas utilisé, donc c'est vraiment optimisé. On a un coût qui est très intéressant par rapport à une motorisation diesel. On y reviendra un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est plus cher. Si on regarde sur le coût total de possession du véhicule, c'est très intéressant. Il y a un vrai confort pour les populations. Le véhicule électrique, il va pas émettre de bruit, il n'y aura pas de particules et il n'y aura pas même de vibrations. Donc pour le conducteur ou même les passagers et les populations aux alentours, c'est un véhicule qui a un impact très positif. Au niveau de l'empreinte carbone, pareil, on entend souvent beaucoup de choses négatives et parfois fausses sur l'empreinte carbone, et on verra que par rapport aux véhicules diesel, c'est avantageux. Le bus électrique, il va également permettre une chose, c'est qu'il va permettre une seconde vie pour son système batterie. Donc là, on parle par exemple d'un bus avec des batteries de charge au dépôt. À la fin de sa première vie, qui va durer peut-être entre 5 à 10 ans, le système de batterie embarqué, il va encore avoir 80% de sa capacité. Il ne va pas être suffisant pour assurer le besoin de la ligne. En revanche, on va pouvoir extraire ce système de batterie, l'intégrer dans des stockages, dans des containers qui, associés à la production d'énergie renouvelable, éolienne, solaire ou encore en backup de réseau, va permettre un stockage d'énergie stationnaire. Et ça va peut-être encore durer une dizaine d'années. Donc on peut vraiment optimiser finalement même l'empreinte carbone de production de ce système de batterie. Et enfin, on va pouvoir envoyer le système de batterie au recyclage. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de recyclage impossible. Ça n'est pas vrai. Il peut être optimisé, ce recyclage, mais on a déjà de très bons taux de recyclage. Nous, sur nos gros systèmes de batterie, aujourd'hui, on atteint 80% en Europe. Mais il faut savoir qu'en Europe, les capacités de recyclage, elles sont encore peu développées. Le marché, il est en phase de démarrage. La plupart des capacités, elles sont en Chine. Donc, on a des capacités. Il y a des investissements qui sont en train d'être faits, qui ont été un petit peu ralentis par la crise Covid, mais ça va arriver. Et on va pouvoir avoir des taux de recyclage qui vont être de plus en plus intéressants. D'autant plus qu'il y a une réglementation batterie qui arrive, européenne, et qui va exiger du contenu recyclé dans les cellules électrochimiques. Donc, l'histoire va dans le bon sens. La solution, elle est déjà positive et elle va encore s'améliorer. Si on va sur le slide suivant, j'aimerais aborder le coût. On parle souvent de véhicules qui est beaucoup plus cher, mais il faut voir ça dans un ensemble. Ça rentre dans un budget de collectivité. On ne peut pas juste le voir par le prisme de l'investissement initial. Il faut vraiment voir le bus électrique à travers l'intégralité de son utilisation. Aujourd'hui, oui, le coût initial, il va être plus cher pour le bus électrique. En revanche, si on regarde le carburant, si on regarde la maintenance, on est sur des véhicules qui sont peu sales, avec peu de pièces d'usure, donc vous allez avoir des coûts de maintenance qui vont être très réduits, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un coût total de possession sur la durée de vie du véhicule qui va atteindre la parité avec le diesel avant la fin de la vie.
Sur le graphique de droite, c'est un graphique qui a été fait à partir de données issues des appels à projets Moebus. C'était sur l'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce sont des données réelles par rapport à des coûts réels. On voit donc cette courbe noire qui est le bus diesel urbain. Et la courbe orange, ça va être le coût total de possession du bus 100% batterie. Le petit décrochage en milieu de vie, ça va être le changement de batterie à mi-vie du véhicule. Donc, malgré son changement de batterie, vous avez quand même un seuil de rentabilité qui est atteint au bout de 12 ans. Et sachant que ce schéma n'inclut pas les différentes subventions qui peuvent être utilisées. Et ce schéma, il est encore plus vrai quand vous allez avoir une utilisation, un mode de financement par la location batterie, batterie plus véhicule ou avec l'intégralité de l'infrastructure. Et donc, c'est intéressant avant les subventions, avec l'effet volume, il y a un seuil de rentabilité qui va s'accélérer à l'avenir. Donc, le TCO est positif. Ensuite, si on regarde l'empreinte carbone, on parle beaucoup de véhicules qui sont plus polluants, la production de la batterie qui est polluante, qui n'est pas recyclable. Alors, on a vu que c'était pas vrai, c'est recyclable, ça sera de plus en plus recyclable. Donc là, si on regarde le véhicule à batterie en France, il est au milieu, il est entouré. Le véhicule thermique diesel qui est tout à gauche, vous voyez en effet que on est aux alentours de 1600 grammes de CO2 au kilomètre. Alors oui, la production du système batterie, elle a une empreinte carbone. En revanche, sur l'utilisation du véhicule, surtout sur le bus, il va avoir un usage très intensif. On l'a dit, 16 heures par jour. Donc, vous rentabilisez, si je puis dire, l'empreinte carbone de votre véhicule. Et donc, en France, on est sur une empreinte carbone qui va être 6 fois inférieure à celle du bus diesel sur la durée de vie du véhicule. Si on regarde le véhicule au gaz, on est également très largement inférieur. On est inférieur au bio-GNV. Après, le biogaz, il faut savoir qu'il n'y a pas 100% de biogaz dans les véhicules affichés biogaz. On est très, très en deçà du 100%. Donc, il n'y a pas de débat sur l'empreinte carbone du bus 100% batterie. Et donc, si on va sur le slide suivant, le message que je souhaite passer aujourd'hui, c'est que le bus 100% batterie, c'est une solution excellente pour le transport public. Encore faut-il pouvoir booster son développement. Les capacités de production, elles existent. On a de grands acteurs européens et français sur ce marché du bus électrique, mais il faut booster la demande. La France, c'est la deuxième flotte européenne de bus. Et pourtant, nous sommes très en retard par rapport au positionnement sur la motorisation. Parce que le temps passe. D'accord, je me dépêche. Merci. On est un petit peu en retard. Mon message, c'est qu'il faut profiter de cette crise pour soutenir le passage à l'électrique. Il faut indexer les aides aux réductions d'émissions. Et par exemple, on voit que le gaz va manquer. Il faut sûrement orienter le gaz plutôt vers des usages de chauffage, de processus industriels où il va y avoir un rendement qui va être très important, une efficacité énergétique importante, alors que le gaz sur un bus, c'est plutôt aux alentours de 50%. Ça va être aussi l'opportunité de développer le rétrofit pour remplacer soit des motorisations gaz vers des motorisations électriques ou diesel vers électrique. Il faut également mener cette transition énergétique par l'exemple. Donc, il faut que le transport public montre l'exemple. Il faut aller vers des engagements zéro émission. On demande aux particuliers de passer à la voiture électrique. Il faut que le transport électrique le fasse. Et enfin, établir des barrières commerciales. On l'a vu, c'est le cas en Inde. L'Inde exige la localisation de la production. Les usines s'installent en Inde. Ça booste la production locale. Les États-Unis, pareil, ça booste l'installation locale. On booste ensuite derrière toute la chaîne de valeur, toute la supply chain se localise et tout ça a un impact sur la décarbonation de la production et ensuite la décarbonation du transport. Désolée d'avoir été un petit peu longue, j'ai passé mes messages. Merci. Vient de paraître. Merci beaucoup. Merci d'avoir une société française qui s'implique dans les batteries. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Raphaël Dinelli, qui est un ancien navigateur qui a fait 4 fois le tour du monde, entre autres, et maintenant qui est inventeur.
et qui développe un avion à hydrogène, qui a déjà développé un avion à hydrogène et développe la version 2 à hydrogène liquide, et qui voudrait, en 2007, pour fêter les 100 ans de la traversée de l'Atlantique Nord par Lindbergh, eh bien, effectuer également cette traversée avec un avion à hydrogène liquide. C'est un habitué de Saint-Thé. Allez-y. On le voit avec toi régulièrement. Oui, merci Daniel, merci à tous, merci à Myriam et à Diana pour cette participation. Oui, c'est vrai, c'est la troisième intervention ici à la Fondation de Saint-Thé. C'est un réel plaisir avec quelques ratés durant ces 2 dernières années, là, un peu Covid. Alors moi, je vais vous présenter donc, la suite. Je ne vais pas m'attarder sur ce que je vous avais déjà présenté. Ça va être intéressant de ce qui s'est passé pendant ce Covid et puis la suite. Donc en fait... Voilà, pendant une dizaine d'années, donc on peut démarrer les slides. J'ai développé avec mon équipe donc un avion à 100% à traction électrique. Donc on était 2 à l'époque avec Didier Esten et le programme IFAN de l'Airbus. Lui, Didier avait choisi de stocker son énergie dans son parc de batteries. Et puis dans l'aviation, voilà, oui, ça, on voit bien qu'on a des problèmes de légèreté, de capacité massique de l'énergie. Donc, il avait à peu près 10 minutes, 15 minutes d'autonomie. Et nous, on avait choisi une formule un peu spéciale parce qu'on voulait, on n'avait qu'à peine 10 minutes, même pas 5 minutes d'autonomie dans les batteries. Et on hybridait l'avion avec 25% d'apport solaire. Et ensuite, on faisait donc... un groupe électrogène qui était à la base un diesel et on l'a fait marcher avec des huiles au début qui étaient des huiles issues des microalgues. Et ensuite, c'était compliqué parce que ces microalgues, ces huiles issues des microalgues, elles étaient, dès qu'on arrivait dans les températures un peu plus froides, elles se gélifiaient et elles étaient très acides. Donc pour les moteurs, c'était un peu compliqué. Et ensuite, on est parti sur des huiles avec le groupe Total qui nous a fait faire des essais sur des farnesanes, des huiles issues de 3 végétaux issus de recyclage. Et on faisait des essais, ce qu'ils appellent le biojet chez Airbus, quand ils mettent 10, 15, 20% de ce fameux farnesane dans le kérosène. Voilà. Donc cet avion, alors c'est marrant parce qu'avec Alain Renaudin hier soir, on a vraiment parlé beaucoup de biomimétisme qui était moi, une passion. Et donc évidemment pour avoir un avion fin, léger, on a parlé des albatros, on a parlé des oiseaux, on ne peut pas faire mieux actuellement que ce que font les oiseaux dans la nature. Et donc nous, pour essayer de s'inspirer de la nature et pour augmenter les performances, on avait pris ce fuselage, je ne sais pas si on le voit très très bien, mais qui était en forme de tétard, parce que c'est le tétard, c'est lui, son niveau hydrodynamique qui faisait le moins de traînée. Et puis vous avez les bouts d'ailes ici, là, sur une formule biplan décalé de 14 mètres d'envergure. Beaucoup de traînées, les traînées induites, les tourbillons marginaux. Et on ne pouvait pas mettre les winglets parce que ça nous faisait trop de stabilité directionnelle, aussi le profil était très épais, d'ombrage sur les cellules. Et c'est grâce à des scientifiques autrichiens, ils ont développé ce saumon, ce bout d'aile qui était des bords d'attaque, bords de fuite, bords d'attaque, bords de fuite, et qui est directement issu des nageoires des animaux sous-marins. Et en fait, donc, on réduisait de plus de 80-90% les traînées induites. Voilà, beaucoup de biomimétisme. Ces projets, nous, au sein du laboratoire, donc c'est pour faire des prototypes et des démonstrateurs. Et ensuite, c'est pour faire, ce qui est assez important pour nous, c'est de faire donc, des sessions de transfert industriel. Alors, ces sessions de transfert industriel concernent notamment les panneaux solaires. On avait réalisé depuis 10 ans d'autres démonstrateurs dans la mobilité, dans l'architecture et autres. Et à l'issue donc, de ce démonstrateur qui est donc l'aviation, qui demande un cahier des charges assez élevé, on a fini par céder le procédé. En fait, nous, on encapsulait des cellules à très haut rendement monocristallines. Et un panneau, c'est 500 grammes de cellules au mètre carré. En gros, que ce soit polycristallin ou monocristallin, vous avez après ces cellules pour qu'elles résistent à l'humidité, à la grêle. Elles sont très fragiles, il faut les encapsuler dans des polymères, une vitre en verre pour résister à la grêle et autres. Et donc, c'est des panneaux qui pèsent entre 16 et 18 kg au mètre carré, qui posent des problèmes sur les bâtiments. Quand vous mettez 1000 mètres carrés de panneaux solaires sur un bâtiment
et que vous rajoutez 18 tonnes de panneaux, et souvent les toitures modernes et des bâtiments sont plats, il faut rajouter 18 tonnes de châssis, ça fait 36 tonnes. Si l'industriel, vous lui dites, mais oui, mais c'est sur 20-25 ans, vous allez récupérer de l'investissement, mais s'il faut refaire toute l'isolation, la structure du bâtiment, souvent le poids est un frein pour l'investissement sur des grandes surfaces sur les bâtiments. Et donc nous, grâce à ce procédé qu'on a mis au point pendant 10 ans, en fait, on a fait un panneau avec 1500 grammes au mètre carré, donc vous voyez, à peine 250 grammes pris en sandwich, en front sheet et en back sheet. Et on a fini par avoir les certifications du bâtiment, et c'est le groupe Total et SunPower, les Américains, qui ont racheté donc, le brevet. J'ai gardé la licence sur l'aéronautique, et ça a payé la moitié de l'avion et quelques millions d'euros. Et ce matin encore, j'étais même en contact avec eux parce que de temps en temps, on fait le point. Voilà. Et puis, voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc pendant ces 2 années donc l'avion, nous on a passé 3 ans de design, 3-4 ans de construction, 2-3 ans d'essai. Moi je suis devenu pilote d'essai. Et puis ça c'était les belles années, 2018-2019, 2 années de Tour de France avec parrain de beaucoup d'événements. Ça c'était donc parrain de l'Aéropostale à Francazal, départ à Francazal en 2018 pour fêter les 100 ans de l'Aéropostale, avec les pilotes de la patrouille de France. On a plein d'anecdotes qui sont très rigolotes. Et puis en 2020, ben voilà, donc ça a été le Covid, tout s'est arrêté. Donc j'ai réussi, après le confinement au mois de mai 2020, c'était assez incroyable parce que j'ai fait un record d'altitude et d'endurance. Je suis monté à plus de 10 000 pieds pendant plus de 10 heures à l'ISO 0. Et j'ai parlé pendant 10 heures avec le contrôle aérien parce qu'il n'y avait plus un avion dans le ciel. Donc c'était assez cocasse. Et puis en septembre 2020, les copains aussi, tout le monde avait un peu les fourmis dans les jambes. Donc Bertrand Piccard, Raphaël Dangean, il y avait Jean-François Clairvoy, toute une équipe qui, nous, on promeut l'aviation électrique, l'aviation décarbonée depuis déjà une dizaine d'années. On s'est dit on va faire quelque chose, donc on fait un premier rallye Genève-Aix-en-Provence avec les 2 premiers avions certifiés électriques qui ont entre 35, 40, 45 minutes, là, les petits pipistrelles. Et donc ils me disent Raphaël, tu viens à Genève pour faire le rallye, mais moi je leur dis non, je ne peux pas aller à Genève parce que ces petits avions, ils ont, moi j'ai 10 heures d'autonomie parce que c'était pour faire des records de longévité, mais eux ils ont un peu plus de puissance et moi je ne peux pas aller en montagne, je ne peux pas aller dans la vallée du Rhône s'il y a beaucoup de vent. Et donc je les rejoins à Aix, et puis quand j'ai fait mon vol de 8 heures à Aix, j'ai eu un problème sur un contrôleur et j'ai été pendant 40 minutes en mode dégradé. J'ai fini par me cracher dans les Cévennes et j'en suis sorti vivant, mais l'avion a été complètement explosé. Sauf que ce qui est très très important dans l'aviation, c'est qu'on fait beaucoup d'innovation et on avait fait, nous, la cellule ici, exactement comme une cellule de pilote de F1. Et si vous vous rappelez, en début d'année, cette année, je crois, Sébastien Grosjean s'est pris à 250 km/h un rail au Japon. Donc moi la différence, j'étais harnaché, j'avais le casque mais je n'avais pas la Minerve, donc moi entre le toucher de l'arrêt, il y a eu 22 mètres à 100 km/h, j'ai pris plus de 30 G en dynamique, mon cerveau s'est fait un peu a subi ces G, donc je suis tombé inconscient, je me suis réveillé quelques secondes après et en fait la cabine du fuselage a été pensée pour exactement comme une Formule 1 et ça m'a complètement sauvé la vie parce que 2 jours après, avec les inspecteurs du BEVA, on a remis la verrière et on ne savait pas bouger. Donc voilà, donc dans l'aviation, on se pense beaucoup aux prototypes, on pense beaucoup à l'énergie, à la décarbonation, mais attention aussi à la sécurité. On pense aux anciens et aux pionniers de l'aviation où il y avait énormément d'accidents. Et puis je pense à mes copains aussi, notamment que j'ai bien connu à Toulouse, Jérémy Caussade avec l'entreprise Aura Aero, et mes 2 copains disparus il n'y a pas si longtemps dans un accident d'avion prototype en Ariège. Voilà. On va passer, donc voilà, l'avenir comme cet avion il est complètement cassé, je finis très rapidement. Donc nous on avait voulu hybrider, on faisait du petit dopage à hydrogène, mais en fait on hydrogénait l'huile qui était très hydrogénée par des systèmes magnétiques. En fait, le gros challenge maintenant, c'est d'essayer de faire des transferts industriels par des prototypes. Donc, on va passer directement à la petite vidéo pour finir.
Donc, Diana, si tu peux passer la petite vidéo. Voilà, l'objectif, c'est donc essayer, comme disait Daniel, de faire la traversée des 100 ans de Charles Lindbergh le 21 mai 2027, donc New York, le Bourget, et ensuite attaquer le Graal du Graal, c'est le tour du monde sans escale. Donc il y avait 2 avions hein, en 86, oui sur 86, Burt Rutan sur Voyager, et ensuite on a eu Steve Fossett en 2005 qui ont brûlé 4 tonnes de kérosène et 8 tonnes de kérosène. Donc là l'idée c'est de partir avec 2 fois 5 mètres cubes d'hydrogène liquide. Et puis, voilà, il faut que cet hydrogène liquide va se dégazer, va alimenter les piles à combustible. C'est un complexe assez compliqué. Nos amis les frères Schultz vont vous en parler un peu plus. On en parlait aussi hier soir avec Yannick Leguet. L'aviation ne pourra se développer dans l'hydrogène, mais qu'avec l'hydrogène liquide, car l'hydrogène gazeux, ça peut marcher sur les voitures, sur les trains. On est très limité par les problèmes de réservoir et de masse. Mais quand on est dans l'hydrogène liquide, et si on ne veut pas la brûler comme le spatial et comme les fusées, il faut gérer cette ébullition. C'est des problèmes thermiques, c'est assez complexe. Et on va bientôt rentrer dans la phase construction. Et dans quelques semaines, je vais annoncer le copilote qui va venir m'accompagner et qui va apporter une dimension internationale au projet. Donc j'espère... Myriam et à l'équipe, vous annoncez prochainement le lancement de la construction de l'avion. On est quasiment bientôt à la fin du design. Merci, excusez-moi d'avoir dépassé un petit peu. Merci. Donc Raphaël a un petit peu lancé le sujet suivant. Donc ce sont, il a dit, les frères Schultz, Eric et Jean-Michel, tous les deux dans une société de consulting qu'ils ont montée et qui propose de l'innovation dans les domaines des réservoirs à hydrogène, entre autres. Bonjour à tous, enchanté d'être avec vous. Tout d'abord, je voudrais remercier la Fondation pour l'invitation, pour nous permettre de venir ici et de vous présenter un peu l'état de nos travaux. Donc, pour faire simple, je dirais, on est un peu des repentis. Moi, j'ai passé les 35 ans de ma vie dans le transport aérien. Je pense qu'en termes de génération de CO2, si on est jugé par Dieu le jour où on y arrive, suivant je dirais le discours qu'on a eu ce matin du prêtre, je pense que j'irai directement dans la mauvaise case. Quand on reprend un parcours à la fois de patron de compagnie aérienne, à la fois de fournisseur d'équipements, fabricant de moteurs d'avion chez Rolls-Royce, et ensuite aux ventes d'Airbus. Mon frère, pareil, une longue carrière dans l'aéro sur la partie construction et sur la partie cryogénique. Donc pour faire simple, on a décidé de monter cette société SHZ Advanced Technology. Clairement, on a voulu avoir un focus vraiment très particulier sur le technique. On est des ingénieurs à la base. Alors, on a fait plein de choses dans nos vies, mais à la base, on est des ingénieurs, on est des passionnés. Et donc, on a décidé tous les deux, avec d'ailleurs mon neveu qui nous écoute et que je salue, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, quand on a commencé à creuser le sujet, on s'est rendu compte que le sujet est évidemment très complexe techniquement. Il appelle à des compétences qu'en partie on a et en partie on n'a pas. Donc on est allé un petit peu chercher. Et donc on est arrivé à un projet aujourd'hui où nous avons 9 brevets. Donc clairement la propriété industrielle c'est quelque chose qui nous est cher. On a voulu protéger tout ça. On a 9 brevets qui sont déposés. On en a 5 qui sont déjà validés. Et on en a 4 autres dans le tube. Et je dirais ce qui nous différencie probablement des autres, c'est qu'on a choisi l'hydrogène liquide directement, parce qu'on est convaincu qu'avec les unités de puissance dont on parle, pour le transport aérien, il n'y a pas d'autre solution. La solution hydrogène gazeuse, elle est très séduisante, elle est probablement un peu plus simple, mais par contre, elle a une limitation sur le rayon d'action qui fait qu'automatiquement, dès qu'on parle grosse puissance et longtemps en vol, on est obligé de passer par du liquide. Si je bouge un petit peu, donc clairement, on s'est attaqué à ce problème-là. Donc stockage et distribution d'hydrogène liquide pour les avions.
Mais j'ouvre une parenthèse en disant, on a entendu plein de projets très intéressants dans le naval, sur l'automobile. On a passé une excellente soirée avec nos amis de Renault. Et on se rend compte que finalement, les technologies qu'on a développées et les brevets que nous avons développés, ils ont toute leur place et leur utilisation dans des projets non aéros. Là où les fortes demandes de puissance sont nécessaires et là où le temps, là aussi, le temps d'étape est long. Donc je vais aller un peu vite, je reviens un peu. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi il faut qu'on change. Je pense que, pour être tout à fait honnête, beaucoup de gens qui avaient ce problème-là bien compris avant nous et avant moi, en tout état de cause. Donc, Amance Rodin, on est dans une situation où le statu quo n'est pas acceptable. Quand on regarde les solutions pour décarboniser l'aviation, en gros, il y a 4 solutions. Il y a l'électrique hybride, il y a le pur électrique, il y a l'hydrogène et il y a tout ce qui est bio et synthétique. Clairement, moi, je pense qu'on n'ira pas en une étape. C'est-à-dire que, clairement, l'hydrogène, oui, l'hydrogène, de mon point de vue, sera la solution finale. Mais entre les deux, il y a des solutions temporaires. Et les solutions temporaires, pourquoi ? Comme l'a rappelé Daniel, il y a 25 000 avions qui volent. Aujourd'hui, un avion, c'est en gros 25 ans à 30 ans de durée de vie. Et donc, si vous faites le calcul, même dans leurs meilleures années, Boeing et Airbus ont produit environ 1000 avions par an. Donc, 25 000 avions à remplacer sans grossissement. Et Daniel a très justement pointé le fait que l'aviation s'attend toujours à doubler tous les 10 ans. Alors, on peut avoir un débat. Je suis prêt à avoir un débat. Moi, j'étais patron du commercial chez Airbus. J'avais déjà des réserves avant. Et j'ai encore plus de réserves maintenant pour d'autres raisons. Mais bref, on peut dire que même dans un monde où il n'y aurait pas de croissance, s'il fallait juste remplacer les flottes, 25 000 avions avec une production de 1000 avions par an, ça fait 25 ans. Donc avant qu'on ait réellement changé le bilan carbone grâce à l'aviation, si vous mettez 10 ou 15 ans à arriver avec le premier avion qui est capable d'être décarboné et qu'ensuite vous mettez 25 ans pour changer la flotte, vous vous rendez compte qu'en fait, avant 2050-2060, il n'y a pas réellement d'effet sur l'environnement. Et c'est ce qui me fait dire que, et j'en ai toujours été convaincu, y compris lorsque je dirigeais Rolls-Royce, qu'il y a une solution intermédiaire qui est de pouvoir rétrofiter, le mot a été utilisé par la personne qui a présenté avant, le rétrofit, c'est-à-dire la capacité d'adapter des avions actuels avec une unité décarbonée est fondamentale. Et dans ce schéma-là, le biofuel, les synthetic fuels sont réellement quelque chose de mon point de vue qui nous servira sur cette transition, puisque c'est les seuls qui permettent d'utiliser les produits actuels. Je vais vite pour permettre à Jean-Michel de présenter les items techniques. L'hydrogène, bon, je vais passer directement ici. L'hydrogène par rapport au kérosène, qu'est-ce que ça fait ? Il y a du bon et il y a du mauvais. Le bon, c'est la masse. En gros, si vous prenez aujourd'hui un 777 au départ de Charles de Gaulle qui va à Los Angeles, pour transporter une masse marchande d'environ 100 tonnes entre le passager et le fret, l'avion va consommer environ 100 tonnes de fuel sur cette étape-là. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on divise à peu près la masse de carburant nécessaire par 3. Et donc, du coup, ces 100 tonnes deviennent 30 tonnes. Donc, en gros, vous avez 33 tonnes de besoin, là où vous aviez 100 tonnes de kérosène avant. Et ça, c'est évidemment très positif pour l'avion, puisque ça réduit la masse. Et on sait qu'en règle générale, les énergies dans l'aviation vont avec le carré de la masse. Donc quand on réduit la masse, on réduit de très, très loin, je dirais, le dimensionnement de l'avion. Un phénomène un peu moins sympa, c'est qu'en fait, le volume de carburant nécessaire, lui, est en gros aussi multiplié par 3. Donc en gros, vous prenez mon 777 qui aujourd'hui fait Paris-Charles de Gaulle, Los Angeles. Pour faire la même étape demain en hydrogène, il prend 3 fois moins d'hydrogène en termes de quantité, en termes de masse, mais par contre, les réservoirs sont 3 fois plus gros. Voilà, c'est en gros les rapports à retenir. Donc là, je vais donner le micro à mon frère qui va vous basculer un petit peu plus sur les items techniques et sur ce qu'on a fait. Merci. Alors, on a parlé hydrogène, on a déjà parlé liquide, j'en avais déjà parlé au mois d'avril. Finalement, le stockage liquide est certain et on a avancé sur le domaine de la distribution et on pense qu'on ira vers une solution stockage liquide, injection gazeuse, avec des nouvelles innovations depuis le mois d'avril, puisqu'on va récupérer une partie de l'énergie interne dans l'hydrogène liquide et la transformation de l'hydrogène liquide en hydrogène gazeux pour récupérer du pouvoir de refroidissement et aussi du travail. On estime aujourd'hui qu'on va récupérer entre 10 et 15% de la valeur du PCI
au niveau de l'hydrogène. Et puis, un flux d'hydrogène liquide, du plus isolé au moins isolé. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Finalement, les dangers de l'hydrogène liquide ou des gaz liquides de manière générale, c'est cette quantité de fluide liquide pour lesquels il faut gérer l'évaporation, sinon ça risque de monter en pression. Alors, on a pas mal de brevets là-dessus. On a déjà un système dont j'avais parlé avec un réservoir double enveloppe avec une protection hélium en tant que gaz de refroidissement et puis gaz d'inertage. On a un deuxième système avec une solution technique qui permet, vous savez que dans les réservoirs cryogéniques, il faut une très bonne isolation. L'isolation, c'est un vide poussé et ça génère des contraintes sur les structures assez importantes. Donc là, on a une innovation aussi pour faire des réservoirs non cylindriques, plutôt plats, en annulant les phénomènes de cisaillement et de compression qui sont liés à cet enveloppement vide. Circuit de prélèvement et de distribution des vapeurs, j'en ai parlé en récupérant l'énergie interne, soit sous forme de refroidissement, soit sous forme de travail. Bien entendu, à partir du moment où on va pousser cet hydrogène de manière pneumatique avec l'hélium, il faudra être capable de séparer l'hydrogène de l'hélium avant de rentrer dans le moteur, parce que le moteur, ça ne marche pas très bien avec l'hélium, et puis l'hélium, c'est cher, donc on va le récupérer. Donc ça, c'est aussi une nouvelle innovation qu'on a. Un système d'amortissement, alors je parlais d'ébullition, d'évaporation tout à l'heure. Un des phénomènes d'évaporation un petit peu violents, c'est l'ébullition, et puis cette ébullition, il prend naissance souvent avec des phénomènes qui sont des phénomènes de nucléation. Donc on a des amortissements sur les réservoirs. Et puis un système de purge rapide, aussi bien au vol qu'au sol, puisque si l'hydrogène n'est pas à proprement parler quelque chose qui va rendre plus dangereux l'avion, c'est un phénomène aggravant, donc on doit être capable d'évacuer très rapidement cette notion d'hydrogène. J'avais déjà présenté cette notion de FADIC, c'est-à-dire que le système de génération d'hydrogène et de distribution d'hydrogène doit être complètement piloté, complètement autonome, de manière à sécuriser. On parlait d'aéronautique, on ne peut pas parler d'aéronautique sans parler de sécurité, de matrice des risques. Donc on travaille aussi sur cette notion-là, avec des gaz d'inertage, avec des protections mécaniques, avec des purges qui permettent de garantir, ou en tout cas de diminuer le phénomène aggravant de l'hydrogène au sein de l'avion. Voilà, et puis je donne la parole à Eric pour la conclusion rapide. Oui, la conclusion, juste rapidement. Donc, là où on a progressé, je dirais, sur ces dernières années, ces derniers mois, c'est en fait l'intégration globale. C'est-à-dire qu'en fait, on a une intégration globale de tous les systèmes. On n'est plus uniquement polarisé sur le réservoir, mais on est aussi polarisé sur la distribution jusqu'à l'injection. Petite note sur ce que j'ai entendu ce matin, petite pique à destination de nos amis d'Alstom. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus pragmatique dans l'élaboration, je dirais, de la décarbonisation. Un avion décarboné qui fonctionnerait avec une turbine à gaz et qui, donc, de facto, fonctionnerait avec de l'hydrogène liquide, c'est un avion parfaitement green. Donc, quand on parle d'électrique, et on l'a fait de manière, on en discutait hier soir avec nos amis de Renault, notamment au niveau des autorités politiques, quand on dit plus de moteur thermique, par exemple en 2035, moi je pense que c'est une hérésie, parce qu'un moteur thermique qui fonctionnerait avec de l'hydrogène, il est aussi green, probablement peut-être mieux qu'un véhicule électrique. Et donc, si vous voulez, le deuxième point, c'est tout ce dont on parle aujourd'hui prend sa source sur d'où vient et comment est fabriqué l'hydrogène ou l'électricité. Je veux dire, et à ce niveau-là, voir nos amis allemands nous donner des leçons sur la partie électrique, alors qu'on sait pertinemment qu'ils ont arrêté leur centrale nucléaire et que donc leur électricité les fournit à base de charbon, si vous voulez, c'est une hérésie aussi environnementale. Donc il faut qu'on ait tous présent à l'esprit que c'est une vraie chaîne et on doit partir de la production jusqu'à l'utilisation et pas s'arrêter en route. Merci beaucoup pour l'audience. Nous allons rester dans l'hydrogène, mais passer au bateau avec Mathieu Blanc, qui est directeur métier fluvial au groupe Sogestran, qui développe une barge à hydrogène sur la Seine, Zulu 6. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Petite remarque personnelle déjà pour commencer, pour dire que je vis un beau moment d'oxygène en fait ici
pour mon cœur et puis pour mon cerveau aussi un petit peu, mais pour mon cœur aussi, de voir qu'il y a tout le monde qui est mobilisé aujourd'hui dans ces sujets. Donc moi, je suis dans un groupe familial qui fait 300 millions d'euros. Je pense qu'on peut passer à la slide d'après. C'est moi qui le fais, non? C'est ça? Hop. Donc, qui travaille dans le maritime, dans le fluvial et dans l'industrie et dans la logistique. Voilà. Alors, le maritime, aujourd'hui, c'est de l'avitaillement. C'est aussi d'emmener la fusée Ariane à Kourou, en Guyane. James Webb, le télescope, c'est nous qui l'avons emmené de Los Angeles à Kourou. Aujourd'hui, on a le satellite le plus lourd qui n'a jamais été envoyé, qui est dans nos cales, qui va arriver aux États-Unis là, dans quelques semaines. Donc ça, c'est la partie maritime spécialisée. Donc, en effet, on a des grands français, CMA CGM, Louis Dreyfus, et puis il y a des un peu plus petits qui tirent leur épingle du jeu. Mais le groupe, il est né dans le fluvial. Il est né en 1948 dans le fluvial, sur la Seine. Et puis il s'est développé en fait pour être le maillon numéro 1 de la logistique de grands comptes français comme EDF, Total. Aujourd'hui, le Grand Paris, personne n'en a entendu parler, mais il y a 2 tonnes sur 3 qui ont été évacuées par le fluvial, sans incident, sans accident, sans arrêt tunnelier. Voilà. Et donc ça, c'est toute une profession qui fait ça, qui est le transport fluvial. Je passe sur l'industrie, je passe sur la logistique pour rentrer dans le détail parce que notre projet va intéresser un morceau de la logistique. Donc la logistique, c'est le fait de faire du door-to-door, d'emmener de la marchandise en fait, soit d'un quai maritime jusqu'à un client final. Donc il y a une part de manutention, une part de logistique fluviale et puis donc une part peut-être de positionnement parfois. Voilà. Donc le groupe en termes de dans la partie fluviale, on est face aussi à une ça fait quelques années qu'on essaie de savoir comment est-ce qu'on va écrire notre politique de décarbonation. Donc voilà, ça s'est un petit peu clarifié l'année dernière, où on résume en fait notre politique de décarbonation en 5 points. C'est une politique en fait, qui globalement est reprise par la profession, qui est reprise aussi au niveau de l'Europe. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que CFT aujourd'hui, c'est un des top 5 du transport européen. On est leader français, mais nous, notre marché, il est européen. Voilà. Donc, et donc, on a essayé d'écrire cela de la manière suivante. Donc, en longue distance, notre bataille aujourd'hui, c'est de diminuer nos émissions de CO2. C'est-à-dire que quand on fait un Gennevilliers-Le Havre, notre but, c'est de diminuer nos émissions de CO2. Ça va passer par du bio-GNL, ça pourra passer par de l'iméthanol, de la green ammonia, et puis aussi des B100, des HVO, des GTL. Petit clin d'œil à mon ami Manuel qui est présent. Donc ça, franchement, c'est fait pour le longue distance. On a testé sur le Cendre une unité diesel-électrique du B100 pendant quelques mois, du HVO. Donc nous, on met 100%. Quand on parlait de biokérosène, en gros, on n'est pas loin de la même molécule, du HVO, mais nous, on en met 100% dans notre issue d'huile de friture dans nos bateaux pour regarder un peu ce qui se passe. Notre deuxième pilier, ça va être en zone urbaine. Donc on a des unités qui font de la distribution urbaine. Dans Paris, par exemple, vous avez une dizaine de centrales à béton qui est... Alors, politiquement, c'est incorrect ce que je vais dire, mais c'est formidable pour les émissions de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de camion qui rentre dans Paris pour emmener du béton dans des chantiers. Le béton, il est préparé dans le downtown Paris, et puis en fait, c'est des camions qui emmènent directement dans les chantiers. Donc là, il y a des gens qui amènent du gravier, il y a des gens qui amènent du ciment, voilà, et donc il y a pas mal de distribution urbaine pour ça. Et là, l'objectif dans la zone urbaine, c'est 0 émission, 0 rejet. Voilà. Donc en fait, ça, c'est notre deuxième bataille. Donc voilà. Notre troisième bataille, ça va être le branchement à quai. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait plus de 12 ans maintenant qu'on a des capteurs sur tous nos bateaux. Voilà. On sait minute par minute ce qu'ils font. Donc ça s'appelle le big data un peu avant l'heure. Mais bon. Et donc on a regardé, et puis en fait nos bateaux, on s'est aperçu qu'ils passaient 40% de leur temps arrêtés. Voilà. Devant une écluse, dans une écluse, chez un client, devant un client, en train de charger. Et donc là, il faut absolument qu'on ait à terme donc, des branchements à quai. Je fais un petit zoom sur le projet du coup, que nous avons, qui s'appelle le projet Flagship. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un projet qui est né en 2010. Donc ça fait plus de 10 ans, donc on parle d'hydrogène. On a fait des analyses d'émissions, de consommation sur des bateaux.
Il y avait le CEA à l'époque, il y avait VNF aussi qui nous accompagnait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, à l'été 2017, on a eu une rencontre qui a fait que, en quelques semaines, on s'est tous mis autour de la table pour se mettre d'accord avec ABB, Ballard, Percy notamment, LMG Marin pour le design, pour aller récolter un des plus gros fonds européens qui s'appelle le FCSJU pour l'hydrogène. Voilà. Et donc on a gagné fin 2017, on a attaqué notre projet et donc en fait on a monté, alors j'allais dire une équipe de France, mais c'est une équipe d'Europe en fait pour en fait faire un bateau zéro émission. Ce bateau, en fait, on a appris beaucoup de choses. Voilà. On a commencé par designer en fait un pousseur, voilà, c'est-à-dire un pousseur c'est quelque chose qui fait 10 mètres par 20 et puis on met des barges devant. Et puis un an plus tard, quasiment, quand on avait quasiment terminé les études, on était face à tellement de murs technologiques, voilà, de mettre de l'hydrogène dans des salles machines, dans des espaces confinés, de faire du revamping d'unités déjà existantes où il n'y avait pas les places, parce qu'en fait, dans les bateaux, globalement, les courbes des bateaux sont utilisées pour mettre les réservoirs de gasoil. Ils sont toute les volumes sans valeur ajoutée sont des volumes qui sont utilisés pour faire le gasoil. Nous, on avait besoin de mettre notre hydrogène au milieu, à l'air libre, avec des évacuations, et ainsi de suite. Et puis... on a donc techniquement ça n'a pas été facile, donc on a changé en fait à l'été 2018 de mémoire. Je suis allé voir mon patron, je lui ai dit écoutez voilà, faut qu'on change de projet, il faut qu'on annonce qu'on va arrêter le projet, et puis il faut qu'on annonce qu'on a trouvé un nouveau projet aussi. Ce qu'on a fait, donc on a mis le Zulu qu'on connaissait déjà en termes de design et qu'on a décidé de mettre à zéro émission. Donc dedans rapidement, qu'est-ce qu'on a, les gros sujets, c'était de faire un bateau qui est décorrélé maintenant de son pack énergie. Voilà. Et maintenant, tous nos bateaux, on va commander un bateau pour le Rhône. Alors, malheureusement, il y aura des moteurs diesel dessus, mais on a déjà designé les places pour mettre du GNL, enfin du bio-GNL ou de l'hydrogène. C'est-à-dire on a 20 mètres cubes qui sont prêts et on sait que ça passera en termes de réglementation. Donc maintenant, c'est devenu en fait une philosophie de conception, c'est-à-dire que diesel, électrique, ou après, en fait, on changera le pack énergie. Donc, première évolution. Deuxième, elle est réglementaire. Il faut, quand on fait circuler un bateau avec de l'hydrogène, dans Paris, il faut rassurer tout le monde. Hein. Ville de Paris, DDT, ministère, et ainsi de suite. Et c'est un sacré travail. Voilà. Et puis, l'hydrogène qui n'est pas un carburant habituel pour nos réglementations. C'est-à-dire qu'en fait, du gasoil, s'il arrive un problème, il arrive un problème. L'hydrogène, en fait, il faut absolument qu'on le fasse partir aux petits oiseaux, voilà, de la manière la plus rapide possible et le plus loin des personnes possible et avec le moins d'étincelles possible. Voilà. Et ça, globalement, enfin, moi je suis un ancien d'Air Liquide, je sais que ça marche. Voilà. Et donc, en fait, on a remis nos designs en fait, au bon endroit, en fait, en commençant par notre réservoir, puis en mettant notre pack, et puis après, en fait, on fait le bateau autour. Alors que d'habitude, nous, on met la marchandise, puis après, on fait le bateau autour de la marchandise. Voilà. Donc, c'est des petits changements qui ont été faits. Aujourd'hui, le projet... il avance, j'ai vraiment plus que 0 minute, donc j'avance. On va prendre de l'hydrogène vert, on va mettre ça dans un stockage qui va être mobile, voilà, qui ira à son centre de stockage. Ce sera certainement Dynamix qui va nous en filiale d'EDF, qui va nous fournir de l'hydrogène. C'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de station-service aujourd'hui en bord à voie d'eau, donc on peut pas faire autrement. Donc, mais dès qu'il y aura des stations-service, on gèlera on arrêtera de bouger nos stockages. Hydrogène vert, pile à combustible, donc on prend de l'hydrogène et de l'oxygène pour faire de l'électricité, on a de l'eau qui sort, on est zéro émission, et puis du coup on a une petite unité qui s'appelle le Zulu, qui fait 50 mètres par 8, donc qui prend l'équivalent d'une centaine de camionnettes qui peuvent arriver directement sur les quais dans Paris et qui ont un bras intégré autodéchargeant pour livrer les clients dans Paris. Allez, avant-dernier point. Tous mes clients, depuis 3 ans, j'arrive avec eux, quand on renouvelle nos contrats, en leur disant « j'ai une solution pour faire moins 20% de CO2 au même prix. J'ai une solution pour faire moins 50% de CO2 avec 20 ou 30% d'augmentation. Et j'ai une solution pour faire 0 émission en multipliant par 2 le prix. » Voilà. Je n'ai pas un client qui a signé aujourd'hui une diminution de CO2. Donc en fait, on a beau être pushy dans le terme d'innovation, aujourd'hui, soit il va y avoir une
une réglementation qui va être un peu dure sur ceux qui commandent des transports, des nouveaux transports, soit, comme disait Robert Bell hier, il faut faire de l'incitation fiscale ou économique. Voilà. Et puis mon dernier point, c'est que en termes de coût projet, le Zoulou normal, il coûte 2 millions d'euros. Le Zoulou à l'hydrogène coûte 4. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a eu un formidable soutien à la fois de VNF et puis des autorités européennes où tout notre saut technologique est gommé. Donc en fait, on aura un prix de revient de fabrication à 2 millions d'euros. Merci beaucoup.